Ce bruit au réveil n'est jamais très bon signe. Les gouttes de pluie viennent frapper sur la tente. Et je te cache pas que sortir de son lit et ranger sous la pluie n'est pas des plus agréables. Mais heureusement cela ne va pas durer, enfin juste le temps de charger la moto. Et après avoir dit au revoir aux voisins, il est temps de prendre la route, pour une journée que j'attendais avec impatience. Le col du Petit Saint-Bernard a bien ouvert ce matin, et je vais enfin passer en Italie. Et après avoir monté ce col, où j'en prendrai plein les yeux, je descendrai dans la vallée d'Aoste, pour prendre la direction des lacs où je devrais faire étape ce soir. Je prends la direction de Bourg-Saint-Maurice, qui est le point de départ de la montée du col du Petit Saint-Bernard. J'emprunte la nationale 90, où je serai entouré par les montagnes. Les 30 prochains kilomètres ne sont pas des plus passionnants, même si le paysage avec les reliefs qui se dessinent de chaque côté est plutôt sympa. Mais ça me laisse le temps de me poser plein de questions. Je me demande ce que ça fait d'être dans les premiers à rouler sur des routes fraîchement déneigées. Si vraiment il y aura des murs de neige, comme j'ai pu le voir dans d'autres vidéos. Et s'ils sont vraiment impressionnants. Alors c'est plein d'impatience que je regarde le GPS décompter les kilomètres. Ça y est, j'aperçois la neige, et j'ai l'impression qu'elle n'est plus très loin. Mais celle-ci se fait désirer, et se rapproche très lentement, et même trop lentement. J'arrive à Bourg-Saint-Maurice, et je ne suis qu'à quelques kilomètres d'avoir les réponses à toutes mes questions. Je quitte enfin les axes principaux, pour rejoindre les routes de montagne, avec toujours ces monts enneigés en toile de fond. Je retrouve ces routes que j'aime tant, ces routes où les virages s'enchaînent, ces routes où tu prends de l'altitude, et même s'il fait de plus en plus froid, c'est pas grave, parce que tu prends beaucoup de plaisir. Et les 30 km de route de montagne jusqu'au sommet sont vraiment un plaisir. Et il se pourrait bien que j'ai une belle surprise en arrivant là-haut, mais je vais te laisser découvrir comme moi. Je croise déjà des motards. Je ne serai donc pas le premier deux roues à monter ce col. Bon, en même temps, j'ai un peu trop traîné ce matin. Et en plus d'avoir une route de fou, au détour d'un virage, tu arrives sur ce paysage. Avec le blanc de la neige qui contraste avec la montagne, tu prends une claque visuelle. Mais impatient de découvrir ce qu'il y a là-haut, je remets un coup de gaz pour les derniers virages. J'arrive à la station de ski et j'aperçois les remontées mécaniques qui me font dire que le sommet n'est plus très loin. Et pourtant, pas de neige. Je commence à me demander s'il va vraiment y en avoir. Pourtant, je la vois, là juste en face de moi. Mais juste après ce virage, le paysage va vraiment changer. Et je vais enfin découvrir ce que j'attends depuis tant de temps. L'épaisseur de neige augmente peu à peu. Le froid commence à saisir mes mains, et mes yeux sont rivés sur le paysage tout blanc.
Arrivant au sommet, à 2188 mètres d'altitude, la statue de Saint-Bernard nous accueille. Ce col est fréquenté depuis l'Antiquité, comme en témoignent encore de nombreux vestiges archéologiques et historiques qui s'y trouvent. Tu peux d'ailleurs visiter l'hospice, où une exposition permanente sur le col et la vallée de la Tarentaise t'attendent. Après quelques photos, je reprends la route. Et là j'y suis, je roule au milieu des murs de neige. Et dire qu'il y a une semaine, j'étais en Corse, en train de longer la Méditerranée. Et maintenant je suis là, devant ce paysage incroyable. Et je ne sais pas ce que tu as ressenti quand tu as rencontré tes premiers murs de neige, mais moi j'étais impressionné de rouler avec par endroits quasiment 3 mètres de neige sur le côté. Et ce moment fait partie des souvenirs de ce voyage que je n'oublierai pas. Quelques centaines de mètres plus loin, je passe devant le bar de Lance-Branlette. En plus de ce nom qui m'interpelle, j'entends de l'accordéon. Je suis obligé de m'arrêter pour voir ce qui s'y passe. Et en franchissant cette porte, je vais découvrir une toute autre ambiance, bien plus chaleureuse que la température extérieure. Et au son de l'accordéon, les gens chantent, s'amusent, mangent et prennent un verre avec modération bien sûr. Je profite un peu de cette ambiance en me réchauffant avec un chocolat chaud. Je repars avec le son de l'accordéon en tête. J'ai appris que chaque année, à l'ouverture du col, il y a une fête, où les habitués viennent célébrer l'ouverture du passage entre la France et l'Italie. Et je regrette de ne pas être parti plus tôt pour y assister. Mais c'est exactement pour ces découvertes et ces rencontres imprévues que je ne regrette pas de voyager à moto. Et j'en ai quand même profité pour demander l'origine du nom du bar. Et il tient son nom de la pointe rocheuse juste à côté, la pointe schisteuse de Lance-Branlette. Curieux, je suis quand même allé chercher une explication sur internet, mais l'origine n'est pas sûre. Il s'agirait de Lance, un pré en pente propice aux avalanches, et de Branlette, le nom local de la ciboulette sauvage. Bon voilà, comme ça tu sais tout. Je profite des derniers murs de neige, et je redescends. Comme tu le vois, je vais devoir traverser ce brouillard. Cette descente ne sera pas très amusante, mais peu importe, j'aurai vu mes murs de neige. Et j'ai maintenant en tête les lacs italiens, où j'imagine qu'il fait chaud. Ouais, alors faut imaginer beaucoup, parce que là je suis plutôt gelé. Yes, it's okay. Je parle pas un mot d'italien. L'accueil chaleureux que j'ai reçu au bar est déjà loin, et l'humidité de ce brouillard s'infiltre dans mes vêtements. Le paysage devient de plus en plus mystérieux, et j'ai l'impression que l'Italie ne se laisse pas découvrir aussi facilement. Et pourtant, la route a l'air vraiment sympa, mais impossible d'en profiter réellement. Je passe peu à peu sous les nuages, et j'arrive dans la vallée. Impressionnant ce torrent qui descend la montagne. Et vu les quantités de neige qu'il y a là-haut, il va voir passer un certain nombre de mètres cubes d'eau. La route qui va suivre pour rejoindre le premier lac, le lac d'Orta, n'est pas des plus intéressantes. Je vais suivre la SS26, qui longe l'autoroute jusqu'à Ivrea. Puis je vais commencer à trouver le temps long, et je me dis que la prochaine route qui me paraît bien, je la suis. Et je tombe sur ce panneau, qui indique le col d'Arlaz. Sans réfléchir, je m'y engage. Et là j'ai aucune idée d'où je vais, mais c'est toujours sympa de prendre un peu de hauteur.
Et puis je passe par des petits villages, avec ces maisons toutes en pierre. J'ai l'impression d'arriver dans des endroits perdus et reculés, alors que je ne suis qu'à quelques kilomètres de l'axe principal. Je profite un peu du calme, enfin le calme de la nature, avec le son des meuglements des animaux. Je traîne, mais l'objectif est quand même de dormir au bord du lac ce soir, alors je me remets en route. Je rattrape la route principale, avec ses boîtes oranges, et j'ai vraiment l'impression d'en croiser beaucoup. Ce fort te rappelle peut-être quelque chose. Il ressemble beaucoup à celui que j'ai visité quelques jours plus tôt à Ossois, qui est à retrouver dans l'épisode 2 de cette série. Là aussi, il s'agit d'une position stratégique pour le contrôle des passages, et le rocher de Barde a dû être fortifié depuis au moins l'époque pré-romaine. L'ouvrage a été amélioré et modernisé plusieurs fois, et c'est Charles Félix de Savoie qui, en 1828, fera des travaux de reconstruction et de modernisation du fort. Et ce Charles Félix, je t'en avais parlé aussi, puisque le fort du même nom se trouve également à Ossois. Et voilà, c'en est fini pour la minute culturelle. Cette fois, je quitte pour de bon la route principale, pour rejoindre la SP200I. Je ne suis plus qu'à une cinquantaine de kilomètres du lac d'Horta, et j'ai déjà en tête ma tente avec vue sur le lac. La route devient tout de suite plus sympa, et nous fait prendre de la hauteur et traverser quelques tunnels. Et là, sur cette route, je m'amuserai, avec juste ce qu'il faut de virages pour arrondir les pneus. J'arrive au lac d'Horta, un lac à taille humaine, ou comme on dit ici, un petit lac qui a tout d'un grand. J'ai assez vite l'impression que chaque morceau de terre au bord du lac a été privatisé, et qu'il est difficile de s'en approcher. Pourtant moins touristique que le lac Majeur ou le lac de Com, j'espérais y trouver un endroit un peu plus sauvage. Ne reste pas que ce lac est très joli, et cette découverte des lacs italiens commence très bien. Je m'arrêterai au premier camping que je trouve, et j'aurai la surprise de découvrir qu'ici tu payes moins cher si t'as du cash. J'installe ma tente avec vue sur le lac, et je vais profiter de ma soirée. Demain on continue la découverte des lacs, avec notamment le lac Majeur et le lac de Com. Alors si tu ne veux pas rater ça, abonne-toi. Et si le partage de ce road trip te plaît, n'hésite pas à liker et commenter la vidéo.